Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur CCTV Français pour cette nouvelle édition d'Afrique Info. À la une, les officiels du nord-est du Nigeria ont annoncé que 50 000 personnes étaient touchées par la faim. Elles font partie des millions de déplacés à cause des menaces posées par Boko Haram, qui s'est affilié à l'État islamique. Les Nations Unies ont déclaré que l'insécurité permanente nuisait aux efforts de secours. Le chef de la protection de l'ONU, Volker Turk, s'est rendu dans l'une des régions les plus durement touchées par les violences de Boko Haram. Les autorités locales disent que la malnutrition a déjà tué 450 enfants et que plusieurs milliers d'autres sont touchés par la faim. Le gouvernement a déclaré que Boko Haram était loin d'être vaincu et qu'il ne restait plus que la reconstruction. De nombreux défis attendent l'ONU. C'est aussi une question mondiale, donc il y a la part que nous devons jouer et nous devrons nous concentrer sur la question de la protection, sur la question des abris d'urgence, sur la construction d'une approche basée sur la communauté, car nous savons que la réponse se trouve souvent au sein même des communautés. Ils savent comment survivre, ils savent comment y faire face, mais nous devons aider à faciliter ce processus. L'ONU dit que près de 3,9 millions de personnes ont besoin d'aide. Bien que l'armée ait repoussé Boko Haram, beaucoup de régions restent dans l'insécurité. Une des grandes questions, c'est aussi l'accès à l'aide humanitaire. En dehors de Maiduguri, si vous regardez la situation aujourd'hui, il y a des éléments errants, ils sont armés. Donc nous devons être sûrs qu'il y ait un environnement sécurisé pour les actions humanitaires. La crise humanitaire va au-delà des frontières nigérianes. Plus de 200 000 réfugiés nigérians sont dispersés au Tchad, au Niger et au Cameroun. L'ONU essaie aussi de créer des conditions sûres pour leur retour. La marine nigériane a récupéré un pétrolier volé 2 semaines plus tôt au large de la Côte d'Ivoire. L'un des pirates a été abattu lors de l'opération, mais 18 membres d'équipage ont été secourus et ont été déclarés sains et saufs. Les remorqueurs guident le MT Maximus dans le port de Lagos. Le pétrolier avait été volé le 11 février avec son chargement de diesel, puis renommé et son radar retiré afin qu'on ne puisse le repérer. Mais la fuite s'est terminée à 500 km au sud-ouest de Lagos. L'homme qui a permis ce sauvetage revient sur les événements. Ils avançaient vers notre côte et soudainement ils ont fait un détour et se sont dirigés vers le sud. Et c'est à ce moment que nous avons fait venir le NNS Okpaban et un autre navire, le NNS Agbama. Pendant le trajet, nous pensions qu'il y aurait une bataille harassante. Nous avons préparé le NNS Centenary, un troisième navire. Et quand ils ont atteint leur objectif, nous dirigions l'opération depuis Abuja. Les marins kidnappés sont soulagés. Vous pouvez lire ce que vous voyez et je remercie la marine nigériane. Un homme m'a dit, alors que les balles passaient à peine 10 mm au-dessus de ma tête, il m'a dit « Je vais donner ma vie pour vous, capitaine. Ne vous inquiétez pas, personne dans le monde ne prononce de tels mots. Je n'ai pas de larmes, mais je salue sincèrement les marins et officiers qui sont venus pour nous. » Plusieurs pirates se sont échappés avec 2 membres d'équipage. Leur capitaine a appelé à leur retour. 6 pirates ont été appréhendés. Ils sont originaires du Nigeria et du Ghana. L'Égypte est sur le point de commencer à construire ses propres satellites, et ce grâce à un programme d'aide technique et financière chinois. Explication. Bienvenue au futur de l'Égypte. Ce désert ne ressemble certainement pas à grand-chose pour le moment, mais dans les 5 prochaines années, il pourrait abriter l'un des principaux centres spatiaux. La recherche et les expérimentations sont d'ores et déjà en cours. Les lentilles et les circuits qui sont construits ici sont testés pour leur durabilité dans ce simulateur d'environnement spatial. Et le gouvernement a pour objectif de fabriquer des satellites dans quelques années. Nous sommes confiants dans notre capacité présente de fabriquer des satellites. Cela nous a conduit à commencer notre programme de test de satellites. Il s'agit d'un groupe de satellites dont le lancement débutera en 2017 et s'achèvera en 2022. Nous allons petit à petit améliorer la technologie utilisée dans chacun d'entre eux avant d'en construire de pleinement fonctionnels. 5 petits satellites seront lancés pendant cette période et tous devraient être produits à 100% en Égypte. Mais avant la construction officielle, la Chine enseignera l'assemblage à l'Égypte. MISR-Sat 2 sera le premier satellite assemblé dans la station spatiale du pays que la Chine construira. Les 2 pays vont la concevoir dans le cadre du projet de 72 millions de dollars offert à l'Égypte. Aider un tel programme permettra à l'Égypte d'acquérir un véritable développement durable. La coopération était quelque chose d'évident entre nos 2 pays et la promesse d'une aide chinoise continue au programme spatial égyptien.
L'Égypte poursuit un programme spatial depuis 1998 et elle a continué à investir, malgré les restrictions budgétaires. Le nouveau plan devrait procurer un élan vital. Cette étape est intervenue très tardivement et elle a pesé sur nos plans. Il n'y aura pas de développement ou d'usage efficace de nos ressources sans imagerie satellite. Et c'est pourquoi nous voulons avoir des satellites optiques. Et obtenir des satellites avec toutes leurs applications est ce que nous voulons réussir. En décembre dernier, les pays africains se sont mis d'accord pour créer l'Agence spatiale africaine. L'Égypte a proposé un plan et a offert d'accueillir son quartier général. L'Égypte est sur le point de faire un grand bond dans les sciences de l'espace et leurs applications. Un pas crucial pour le développement du pays. Et cette autorité nationale pour le programme spatial et de télédétection va devenir la plateforme pour ce programme spatial, qui servira non seulement le pays, mais aussi le Moyen-Orient et l'Afrique. Les experts en sécurité affirment qu'il est crucial que la sécurité aérienne soit renforcée dans la Corne de l'Afrique. Près d'un mois après une attaque suicide ayant ciblé un avion en Somalie, Djibouti a arrêté les vols en provenance de ce pays. Cela fait 3 semaines depuis l'attaque de l'avion d'Aalo à Mogadiscio. Le groupe militant somalien Al-Shabaab a revendiqué la responsabilité de l'attaque. Heureusement, personne n'a été tué, mis à part le kamikaze. Les autorités travaillent pour renforcer la sécurité des voyageurs à l'aéroport. En tant qu'agence de sécurité en charge de la sécurité, nous avons renforcé la sécurité à l'aéroport. Cela ne sert pas uniquement à rassurer les voyageurs locaux, nous espérons aussi convaincre les ambassades étrangères et les organisations des Nations Unies que l'aéroport de Mogadiscio est sûr. Il y a eu toutefois des conséquences depuis l'attaque kamikaze. Djibouti a interdit tous les vols venant de Somalie par précaution et d'autres pays pourraient suivre. Les experts disent qu'il ne s'agit pas juste de la Somalie, la menace concerne les aéroports dans la région et au-delà. Les menaces posées par les militants sont réelles. Nous avons vu cela quand un avion a explosé à Sharm el-Sheikh. Également, quand une bombe a été découverte au Yémen. La menace est toujours présente. Pour les pays de l'Est et de la Corne de l'Afrique, il faut améliorer la sécurité dans les aéroports. Le ministre sud-africain des Finances, Pravin Gordhan, s'est exprimé vendredi devant le Parlement afin d'exposer la situation du budget du pays. La seconde économie d'Afrique est proche de la récession. Le ministre a la tâche d'exposer le statut fiscal de l'Afrique du Sud ainsi qu'un plan détaillé pour permettre au pays de se sortir du marasme économique. Il a été considéré comme le discours sur le budget le plus dur et crucial des 22 années de démocratie de l'Afrique du Sud. Le ministre des Finances, Pravin Gordhan, est sous une pression intense pour aller de l'avant. Ce budget n'est pas uniquement surveillé par l'Afrique du Sud, mais il est actuellement observé par la communauté internationale des investisseurs. Le ministre Gordhan doit à cet instant véritablement illustrer une approche totale du budget afin d'établir les bons changements structurels et de les communiquer avec un degré de réalisme, de même qu'une volonté politique d'aboutir aux politiques justes et nécessaires. Le président Jacob Zuma a fait allusion aux mesures d'austérité lors de son discours à la nation prononcé plus tôt ce mois. Il espérait que le ministre des Finances le suivrait dans son discours. Beaucoup espèrent qu'il y aura des mesures visant à freiner les dépenses inutiles et à réduire l'assistance à destination des entreprises d'État qui perdent de l'argent. Il devra aller de l'avant avec davantage de coupes budgétaires et il faudra s'intéresser à des projets tels que le NH1 qui devront probablement être suspendus ou repoussés à un avenir prévisible. Il faudra voir quelque chose de plus efficace tel qu'un programme nucléaire et vérifier si cela demeure clairement à l'ordre du jour et quelle sera la participation du secteur privé là-dedans. Et avec les profits des entreprises sous pression, la collecte de l'impôt devrait être de 450 milliards de rand inférieure pour la période 2015-2016. Et en vue de renforcer ces recettes, Gordhan regarde du côté des secteurs où les impôts pourraient être relevés. Les comptes d'imposition sur les revenus personnels représentent environ 35% de l'impôt total. Donc si quelqu'un veut augmenter la collecte de l'impôt, il faudra d'abord s'intéresser à cela, car cela rapporte plus de recettes au pays, suivi de la TVA qui compte pour près de 25%. Et toute hausse de taxes se fera bien plus ressentir auprès des foyers les plus modestes. Les activités basiques ne seront pas touchées, mais évidemment, il y a un angle politique à cela. En raison des élections, nous ne devrions pas voir de hausse de la TVA, mais sur le long terme, nous verrons cette hausse. Gordhan devra faire davantage que vanter les mérites d'un bon budget pour rétablir la confiance dans l'économie sud-africaine. Et avec la hausse du chômage et celle des inégalités,
La mise en œuvre décisive du plan national de développement reste l'élément clé concernant au plus haut point les fortunes d'Afrique du Sud. Le secteur bancaire mondial est sous pression en raison des demandes pour accroître ses ratios de fonds. Nombre de banques examinent soigneusement leur activité et lignes de produits secondaires et les vendent ou ferment des départements. Barclays PLC évalue ses activités et plus spécifiquement, comme des sources le suggèrent, ses opérations africaines. La banque garde cependant le silence en amont de sa présentation annuelle le 1er mars. Mais plusieurs scénarios pourraient se dérouler. Ils pourraient simplement vendre une part de leur participation à 62% dans Barclays Africa et la réduire à 50%. L'avantage de cela est qu'ils garderaient le contrôle tout en réduisant leur participation en Afrique. L'alternative est de vendre la totalité de leur participation à 62% ou la moitié de celle-ci. Un problème auquel sera confrontée la banque basée au Royaume-Uni si elle décide de vendre la totalité de sa participation sera du côté du régulateur local. Ils devront obtenir l'approbation de la banque de réserve et ensuite, celle-ci devra approuver l'acheteur. C'est très important à comprendre en ce qu'au niveau mondial, les banques centrales ne voudront que des actionnaires très forts pour leur banque. Et sans compter que tout acheteur potentiel devrait voir dans l'Afrique un moyen pour un jeu à long terme, partant du principe que le cycle des matières premières va bientôt s'achever. Il est improbable qu'un acteur qui viendrait pour remplacer Barclays essaierait de réduire ce qu'il a. Il essaierait d'acheter parce que, comme Absa, il aime l'Afrique du Sud, et donc il ne changerait rien. En fait, il voudrait fort probablement l'améliorer et obtenir plus d'entreprises et de transactions communes allant de pair. Ce n'est qu'une question d'appétit et de savoir si l'acheteur potentiel prendra une option à long terme sur l'Afrique. D'un autre côté, bien sûr, Barclays pourrait garder sa participation parce qu'il croit en l'avenir de l'Afrique. La zone de libre-échange d'Afrique continentale s'est ouverte l'an dernier sur fond d'optimisme en raison des retombées dont pourrait bénéficier le continent. Mais l'accord relatif au marché commun africain fait toujours l'objet de négociations. Il devrait rendre possible la connexion des 54 États africains pour assouplir les échanges commerciaux et la libre circulation des biens, des services et des personnes dans la région. La zone de libre-échange d'Afrique continentale met en reflet une ambition à long terme des dirigeants africains. C'est en Égypte qu'a eu lieu la signature de la doctrine pouvant aboutir à l'unification en 2015 des 3 blocs économiques du continent africain. Mais il reste encore de nombreux défis à relever pour que ce projet ambitieux voie le jour. Comme nous manquons de réseaux reliant d'est à l'ouest les pays d'Afrique et le continent, il nous faut les créer. Aéroports et lignes de chemin de fer peuvent être réalisés. Nous devrions utiliser le Nil pour relier 9 pays africains. Il faut que l'on prépare les infrastructures. Il est inimaginable que dans les pays africains dont les ressources sont infinies, les échanges commerciaux du continent n'atteignent que 10%, alors que ceux avec l'Europe représentent 50% du commerce africain total. L'Afrique possède en effet un fort potentiel. Sur ce continent, la croissance économique est plus forte que sur n'importe quel autre continent de la planète. De plus, les États membres profiteront de cette situation unique. Les revenus liés au travail et à l'investissement en Afrique pourraient atteindre chaque année 50 milliards de dollars, ce qui est un trésor qui reste à découvrir. Sur l'ensemble du continent, les investissements égyptiens ne représentent que 7,9 milliards de dollars. Ce montant très faible est consacré aux télécoms, au pétrole, à l'énergie, à l'agriculture et à l'industrie chimique. Par exemple, si notre secteur privé investissait dans l'agriculture en Afrique, et en particulier au Soudan, en Éthiopie ou au Soudan du Sud, et en prenant en compte les conditions de travail en Afrique, les retombées seraient énormes. Les chefs d'État africains, tout comme les acteurs de l'industrie, se retrouveront ce week-end en Égypte. Ensemble, ils travailleront à encourager le commerce et l'investissement intra-africain dans plusieurs secteurs, parmi lesquels l'énergie, les télécommunications et l'agriculture. C'est ici même que le rêve d'une zone de libre-échange du continent africain a été ratifié l'an dernier par les dirigeants africains. Cependant, et bien qu'officiellement acceptée, sa mise en place est lente. Avec les rencontres de cette semaine qui se dérouleront à cet endroit, l'espoir d'une accélération du processus renaît. Le Zimbabwe risque de se retrouver sans électricité en raison de la baisse du niveau des réserves d'eau du barrage hydroélectrique de Kariba. La Société d'électricité du Zimbabwe a déclaré que la production énergétique pourrait s'arrêter d'ici 6 mois
à moins que de fortes pluies fassent leur apparition. Reportage. Le niveau d'eau de la plus grande source d'énergie du Zimbabwe ont baissé de 477 mètres à peine 1,65 mètres au-dessus du seuil minimum nécessaire à la production d'électricité. Cela représente le niveau le plus bas enregistré au barrage depuis la pure sécheresse qui a touché le Zimbabwe en 1992. La baisse des réserves d'eau a déjà entraîné une diminution de la production d'électricité à Kariba de 750 MW à 285. Les faibles niveaux d'eau aggravent une situation déjà déplorable et menacent la relance des secteurs industriels en déclin. De plus, pour que le Zimbabwe puisse attirer de nouveaux investissements, un approvisionnement fiable en électricité est primordial. Que faites-vous quand vous avez un apport limité en énergie? Le ministère de l'Énergie et du Développement énergétique essaie de sous-traiter la production énergétique et d'avoir des centrales électriques et thermiques privées. Cependant, ces solutions ne sont applicables qu'à long terme. Ziza a indiqué que son plan pour éviter cette crise imminente est d'importer 300 MW d'électricité de l'Afrique du Sud et 40 MW du Mozambique. Aujourd'hui, la demande d'énergie du Zimbabwe est de 2200 MW par jour. À l'heure actuelle, les centrales thermiques et hydroélectriques produisent 1355 MW d'électricité. L'année dernière, le projet d'expansion de la centrale hydroélectricité de Kariba Sud a été commandé et sera réalisé par la société chinoise Sino Hydro Power. Ce projet, qui s'élève à 533 millions de dollars, contribuera à accroître la production énergétique de 300 MW d'ici 2018. L'Afrique du Sud continue de subir les pires sécheresses en 30 ans. Les fermiers peinent à s'approvisionner en eau et en nourriture pour le bétail qui meurt en masse. Des organisations tentent malgré tout d'améliorer leur sort. Ce fourrage est destiné aux régions d'Afrique du Sud touchées par la sécheresse. Karl Weishuizen est l'un des milliers de Sud-Africains qui soutiennent une initiative communautaire appelée Hope Grass Project. Avec des amis et des voisins, Karl collecte des tonnes d'herbes coupées à envoyer aux fermiers. Faire une chose positive pour mon pays et pour mon peuple, et aider les fermiers qui souffrent et aider à sauver les bêtes. Au lieu de jeter l'herbe que vous coupez, donnez-la pour les animaux. Les Sud-Africains ordinaires répondent à la crise en établissant des points de collecte dans différentes zones urbaines. Ces tas d'herbes coupées seront compactés et distribués aux fermes les plus touchées. Ce que les gens peuvent faire, c'est déposer leur herbe le jour où elle a été coupée sur les sites prévus à cet effet. Elle sera reçue par nos employés et séchée sur ces emplacements. C'est l'un de nos plus grands sites à Pretoria. Nous traitons entre 5 et 8 tonnes d'herbes coupées par semaine. Ce n'est pas seulement le problème des fermiers, ce n'est pas le problème du département de l'agriculture du gouvernement. C'est quelque chose qui affecte chaque citoyen d'Afrique du Sud. Ce projet fournit aussi une plateforme où les Sud-Africains peuvent se réunir ou s'unir derrière nos fermiers et apporter leur contribution. La distribution d'herbes n'est qu'une mesure temporaire, mais pour Agri SA, c'est déjà quelque chose. Pour nous, c'est une expérience formidable, cette distribution de fourrage aux fermiers. Nous sommes allés dans le Free State la semaine dernière et avons donné ce que nous avons recueilli aux fermiers noirs et aux fermiers blancs, aux petites exploitations et aux grandes. Et c'est formidable de voir à quel point cela leur a redonné l'espoir. C'est l'un des secteurs les plus importants de la société. C'est de la production de nourriture qu'il s'agit. Les agriculteurs d'Afrique du Sud attendent la saison des pluies en cette période de sécheresse terrible qui frappe au moins 5 des 9 provinces du pays. Parmi les zones les plus affectées, la province Nord-Ouest. Heureusement, les bénévoles partent à leur secours. Afriquinfo est à présent terminé. Je vous rappelle que vous pouvez revoir notre journal et retrouver l'ensemble de nos programmes sur notre site internet officiel à l'adresse fr.cntv.cn. Merci pour votre attention et bonne suite de programmes à toutes et à tous sur CCTV Français.